Ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur l'IA et le leadership pour traiter notamment des enjeux de l'apprentissage. Donc, je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui de Daniel. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Et donc, pour aller directement dans le vif du sujet, je vous propose de commencer. Donc, l'idée, c'est de faire 20-25 minutes de présentation sur ces thématiques-là avec Daniel et par la suite, laisser du temps pour tout ce qui va être questions-réponses. Donc, n'hésitez pas dans le chat à les envoyer au fur et à mesure, comme ça on pourra les prendre à la fin, ou si vous voulez prendre la parole, avec grand plaisir. Alors, peut-être pour commencer, une rapide présentation. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, peut-être individuellement, ou les deux pour certaines personnes. Donc, moi, je m'appelle Romain Bouville. Je suis ingénieur de formation. J'ai toujours travaillé dans la tech. J'ai un master en télécom et un deuxième en informatique. Et il y a 8 ans de ça, j'ai monté ma société Lineopi, où je suis actif dans tout ce qui est transformation d'entreprise et principalement sur tout ce qui va être les transformations en lien avec les projets de digitalisation. Et comme vous devez vous en douter, depuis quelques années, l'IA est un grand sujet et aujourd'hui, on fait de plus en plus d'IA quand on accompagne nos clients. Bonjour, donc je m'appelle Danielle Bernat, j'ai une formation initiale dans les sciences de l'information et ensuite une carrière dans la transition mobilité professionnelle. J'ai continué à me former en tout ce qui est coaching et coaching d'équipe systémique, team coaching. J'ai cofondé The White Bee avec Barbara, que je salue. Notre focus, c'est vraiment d'accompagner les leaders ou de travailler avec les leaders et les équipes pour les aider à se développer, on va dire, de façon pérenne dans un contexte professionnel qui n'est pas toujours des plus simples, pour faire bref. Alors justement, on a co-créé ce webinaire avec Daniel pour justement, parce que d'un côté, moi, d'un point de vue intelligence artificielle, je vois de plus en plus de demandes et d'expectatives par rapport à cette technologie-là, avec souvent un manque d'incompréhension par rapport à ça. Et du côté de Daniel, justement, au niveau du leadership, c'est un sujet qui est de plus en plus, populaire et traité. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, justement, on voulait mêler un petit peu, faire un retour d'expérience par rapport à nos deux compétences et domaines d'activité. Et pour démarrer, donc, juste peut-être partager, je ne sais pas si c'est un mantra, une devise, mais qui m'accompagne depuis longtemps, c'est que tant qu'on apprend, on n'est pas mort. Et donc, je pense que grâce à l'IA, on a encore de belles années devant nous. Mais pour revenir au leadership et au monde professionnel et l'IA, juste pour répondre à la première question de qui va apprendre, en fait, ça va concerner tout le monde. Que ce soit l'apprenti, le stagiaire, jusqu'au membre du board ou au CEO, on va tous être d'une façon ou d'une autre concernés par l'outil, son utilisation d'une façon ou d'une autre. Donc, ça va concerner tout le monde. Là où la problématique et où peut-être on se pose plus des questions, c'est le deuxième point, c'est comment on va apprendre. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué dans les organisations. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une étude qui a été faite et qui est relayée par le MIT qui partage le fait que sur le deuxième point, que plus de 50% des employés utilisent l'IA sans l'accord de qui que ce soit au sein de l'entreprise et que 64% des employés font passer l'output de l'IA pour leur propre travail. Donc, le comment apprendre, si ça passe, Romain, voilà, merci, c'est une double contrainte et on verra qu'il y en a plusieurs des paradoxes comme ça avec l'IA. C'est à la fois de donner un cadre assez formel qui contient des données juridiques ou légales, quels sont les documents, les informations, les thématiques qui peuvent être utilisées quand on utilise l'IA, qu'elle soit interne ou externe. Peut-être des aspects plus logistiques aussi, sur quel device, est-ce que je peux faire ça sur mon téléphone perso, sur mon attel, est-ce que c'est sur mon laptop ou pas. Et aussi peut-être temporel, est-ce que tout le monde peut utiliser l'IA quand il en a envie, dès qu'il y a une question dont il a besoin d'une réponse, et ce qui, du coup, d'un point de vue écologique, si l'entreprise est orientée RSE et peut-être pas obligatoirement très alignée, et au contraire, d'essayer de cadrer ça, soit faire des promptatons ou de partager lors des réunions ce qui fonctionne pas, ce que j'ai testé, ce qui marche, etc.
Donc, c'est cadré pour être sûr qu'on ne sorte pas trop des clous. Et ensuite, c'est laisser faire. Chacun va pouvoir tester comme il le souhaite, explorer, se planter, réessayer, etc. Et le dernier point, peut-être, c'est pourquoi apprendre. Et j'ai envie de dire, on n'a pas trop de choix, puisque que ce soit dans le monde personnel ou professionnel, l'IA est déjà un petit peu partout. Elle sera de plus en plus. Si moi, j'apprends pas, ben, mon collègue va apprendre. Si mon organisation n'apprend pas, mes concurrents vont apprendre. J'ai encore le choix de savoir jusqu'à quel niveau de maîtrise ou d'intensité je veux maîtriser l'outil ou le comprendre et l'utiliser. Mais voilà, le train n'est pas encore tout à fait parti parce que c'est encore tout récent. Donc, je pense que c'est l'occasion pour tout le monde de monter à bord. Romain? Ouais. Alors, du côté de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage, je dirais c'est un petit peu l'IA, la machine, l'algorithme d'intelligence artificielle, c'est comme l'humain. Ça a besoin d'apprendre pour pouvoir générer des réponses, des résultats, faire quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle, naturellement, vous avez sûrement dû entendre ce terme, le machine learning. Et je dirais que ce qui va principalement faire la différence entre les algorithmes traditionnels et les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle ont pour vocation de pouvoir apprendre par elles-mêmes, sans être explicitement entraînées, programmées par l'humain. C'est-à-dire que les algorithmes traditionnels, c'est vraiment un développeur informatique qui va faire l'apprentissage, à savoir, s'il se passe ça, alors je fais ça, sinon je fais ça, etc. Alors que l'intelligence artificielle, elle, va apprendre par elle-même sur les données qu'on va lui donner. Et au niveau des méthodes, c'est comme l'humain, il y a plusieurs façons d'apprendre. Donc, il va y avoir, en fait, il y en a 3 grandes catégories. Il va y avoir tout ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc, la machine, on lui envoie des données, elle apprend vraiment, elle développe ses liens logiques et son apprentissage par elle-même. L'apprentissage supervisé, où là, on va lui donner des données, mais également des instructions. Donc, typiquement, la question et la réponse qui va bien derrière pour faciliter et améliorer l'apprentissage de la machine. Et enfin, un dernier cas qui est l'apprentissage par renforcement. Une fois que la machine a déjà appris un certain nombre de choses, on va lui donner une information, regarder son résultat et lui dire si oui ou non c'est bon, ce qui va lui permettre de continuer et d'améliorer, je dirais, l'entraînement initial. Et enfin, je dirais que typiquement, c'est comme dans n'importe quel type de technologie et de progrès. L'objectif de ces progrès, de ces technologies, c'est, je dirais, d'aider l'humain, je dirais, dans sa vie de tous les jours, de lui faciliter sa vie quotidienne. On a vraiment, je dirais, en tant qu'humain, on a ce cerveau reptilien qui fait que notre objectif de vie, entre guillemets, c'est de pouvoir survivre à moindre effort. Et justement, ce progrès nous conforte un peu là-dessus. Après, justement, c'est, je dirais, un des gros challenges au niveau de l'intelligence artificielle. J'aime à dire que l'IA est un très bon assistant, mais un très mauvais maître. Et que ça, il faut vraiment garder en tête que l'IA reste un assistant et ne remplacera pas l'humain, mais plutôt l'augmentera dans pas mal d'activités. Alors, pour continuer sur l'apprentissage et notamment sur les biais de l'apprentissage, comme on l'a dit, pour apprendre, on a besoin de données, donc d'informations, que ce soit un humain ou pour l'intelligence artificielle. Et là, il va y avoir un premier point, c'est sur les données qu'on va donner à manger à cette intelligence artificielle pour lui apprendre des choses. Et là, il y a des biais qui sont très, très forts. Les premières choses, c'est est-ce que les données qu'on va lui donner à apprendre sont représentatives? Est-ce qu'elles sont suffisamment exhaustives pour avoir un apprentissage de qualité? La deuxième chose, c'est l'obsolescence des données qu'on va lui donner. C'est-à-dire que, je donne un exemple assez régulier, c'est que par exemple en 2015, on disait que pour la nutrition infantile, il fallait faire ce type de choses. Prescrire ou du moins proposer ce type de nutrition. Et peut-être qu'en 2025, ça a changé. Mais l'intelligence artificielle, ça n'apprend pas en continu. Une fois qu'une IA a été entraînée, elle n'apprend plus derrière. Ce qui veut dire que si l'entraînement s'est arrêté en 2023, on n'aura pas les dernières informations. Donc, on aura un apprentissage et donc des résultats qui sont basés sur des données obsolètes. Et enfin, on pourrait voir sur des données qui sont carrément fausses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. On peut penser notamment à des données de propagande par rapport à ce genre de biais, de problématiques qu'on peut avoir au niveau des données d'apprentissage. Le deuxième point, c'est sur la transparence. Un point qui est souvent méconnu, c'est qu'une fois qu'une intelligence artificielle a été entraînée, on est incapable de savoir
comment elle a été entraînée et tout ce qu'elle sait réellement. Même les ingénieurs, je dirais même les PhD, les docteurs qui ont développé les algorithmes d'intelligence artificielle et ceux qui ont entraîné ces intelligences artificielles n'ont pas la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il y a. Ça reste une black box, d'accord? Donc ça engendre un point qui est extrêmement fort, qui est qu'on doit faire une confiance aveugle aux fournisseurs de ces intelligences artificielles. Parce que s'ils introduisent, comme je le disais tout à l'heure, des biais volontaires ou involontaires, eh bien ça, on n'a pas moyen de le savoir, comme pour d'autres systèmes informatiques, où on pourrait aller voir directement dans des bases de données. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'on dit toujours quelle est la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a conscience de son imperfection. Ben, c'est exactement pareil, la différence entre l'homme et l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle n'a pas de conscience et donc, par définition, n'a pas conscience d'imperfection ou de biais potentiels qu'elle pourrait avoir, ce qui engendre potentiellement des biais de réponse et de choix qui peuvent être complètement erronés. Si on fait le pont maintenant avec l'humain. Et oui, justement, c'est un peu là où on boucle la boucle, c'est que nos propres biais cognitifs alimentent les biais, on va dire, de l'intelligence artificielle. Nous, on a des biais tout simplement parce qu'on doit traiter énormément d'informations et prendre énormément de décisions. Donc, notre cerveau a décidé de faire des raccourcis clavier qui sont en fait des biais cognitifs qui nous aident à processer et à prendre ces décisions, qui elles-mêmes, après, elles vont être réinjectées dans l'IA. Et dans un domaine plus de leadership, j'ai lu un article hier qui disait que 40% des entreprises dans l'IA de la Silicon Valley, là où il y a tous les gros sièges entre OpenAI et Claude, etc., n'ont pas de femmes dans leur board, par exemple. On va un peu perpétuer d'autres biais d'un point de vue du leadership ou dans l'apprentissage de l'IA en général. Il y a un autre élément qu'on souhaite partager en ce qui concerne l'apprentissage et comment nous, l'être humain, nous apprenons. Ça peut être une courbe, mais là, c'est plutôt je vais vous partager les différentes étapes. Et la première étape quand on apprend, c'est que on est inconsciemment incompétent. Je ne sais même pas que je ne sais pas. Et peut-être qu'avec l'IA, on est un peu tous dans ce stade. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On l'utilise justement sans tout savoir. La deuxième étape, qui est celle qui est la plus inconfortable pour nous tous, c'est je suis consciemment incompétente. C'est-à-dire que je me rends compte de mes lacunes, de effectivement tout le bagage qui me manque, ou la technique, ou la maîtrise, même si une compréhension de l'outil, du logiciel, de ce que je dois faire, quel que soit le domaine, j'ai pas encore suffisamment pratiqué, testé pour être suffisamment à l'aise. C'est une étape qu'on n'aime pas beaucoup parce que c'est effectivement ce que disait Romain tout à l'heure, c'est là où on se rend compte qu'on est un peu imparfait et c'est pas ce qu'on préfère. La troisième étape dans le développement, c'est je suis consciemment compétente. Là, on est beaucoup plus à l'aise. On maîtrise le sujet, la technique, la méthodologie, le modèle, les interactions. Dans l'IA, peut-être que ceux qui sortent de l'EPFL actuellement ou dans le monde académique qui sont dans l'IA sont ceux qui sont à ce stade-là de la maîtrise. Romain aussi dans son domaine, mais pour certains d'entre nous, on est encore tous en train d'apprendre par rapport à ça. Et la dernière étape d'apprentissage, c'est je suis inconsciemment compétente, je ne sais même pas que je sais. Donc ça, c'est encore toutes ces phases-là par lesquelles nous, on va passer et que les équipes et les organisations vont passer dans l'apprentissage de l'IA. Et j'aimerais juste partager deux biais, parce que je ne vais pas vous passer les 250. Il y a un biais qu'on connaît bien, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire que plus je vais aller chercher des informations sur une thématique, sur certains supports, dans certains journaux, plus on va m'abreuver avec ce type d'informations, ce qui va confirmer ce que je pensais ou ce que je savais déjà. Donc, avec l'IA, c'est aussi de garder ça en tête, de dire je vais peut-être faire des prompts pour demander l'opposé de ce que j'ai comme opinion. Et le deuxième biais, c'est le biais d'automatisation où on a tendance en tant qu'être humain à des fois faire plus confiance à ce qui va sortir de la technologie ou de quelque chose de technologique de ce collègue ou autre.
Et pour preuve, ceux qui, avec leur GPS, se retrouvent dans des situations complètement ubuesques parce qu'ils ont décidé de faire totalement confiance au GPS sans se poser la question de savoir, mais est-ce que, en fait, je suis quand même sur une route ou pas. Voilà pour les biais, et on peut après aborder justement, et ça fait partie de ces challenges dans l'intelligence artificielle. Par contre, un des challenges importants, c'est d'embarquer les équipes. Individuellement, on a déjà tous testé et on s'est tous fait un peu bluffer par l'intelligence artificielle sur ce que ça arrive à nous apporter. Par contre, il y a quand même une réelle défiance qui est à la fois envers l'outil et envers l'utilisation de l'outil. KPMG a fait une étude conjointement avec l'Université de Melbourne, qui a été publiée en 2025, et il y a quand même 56% des répondants, donc ils sont 48 000, donc c'est quand même assez conséquent, 56% des répondants qui admettent avoir fait des erreurs suite à un output de l'IA. Donc, il y a une défiance envers ce qui peut sortir de l'outil. Et l'autre point, justement, c'est la confiance à construire en tant que leader ou dans les organisations envers l'utilisation de l'IA. Et parce que, en sous-entendu là, c'est est-ce que mon job va être impacté, et oui, et comment, par l'introduction de l'IA. Le deuxième challenge important, c'est de repenser ou de revoir ou de mettre à plat une certaine organisation. L'IA est particulièrement efficace pour certaines tâches ou certains process, dans certaines activités, pas seulement pour générer des idées ou pour brainstormer, mais ça sous-entend que justement ces process ou ces processus ou la manière de faire soit clarifiée, soit partagée et soit à jour. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est aussi de pouvoir identifier à quel moment et dans quelles étapes ou sur quel projet on va pouvoir implémenter l'IA. Et c'est partir par des petits bouts et non pas prendre des projets trop grands. Et le dernier point en termes de challenge ou de défi, c'est d'arriver justement à faire la part des choses en disant il n'y a pas de magie dans l'IA, mais l'IA ne va pas non plus faire de magie. Donc, c'est d'arriver à cadrer et à identifier, alors qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup de recul, sur quel type de thématique ou dans quel type de situation ou à quel niveau d'entreprise ou de la structure on va implémenter de l'IA avec quel bénéfice. Il s'avère que ceux qui ont investi dans l'IA de façon massive n'ont pas encore vu les bénéfices d'un point de vue concurrentiel. Il n'y a pas eu de disruption de leur marché ou des nouveaux services ou d'innovation XXL. Par contre, ça a aidé à simplifier énormément de tâches et de process. Mais pour l'IA, il y a des challenges aussi. Et oui, ma chère Danielle, pour commencer, déjà, c'est la rapidité de l'évolution. Donc, peut-être pour recontextualiser, l'intelligence artificielle, ça n'a rien de nouveau, d'accord? La première fois que ce terme a été utilisé, c'était dans les années 1950, alors c'était un pur concept théorique à l'époque, mais depuis les années 2000, c'est quasiment partout au quotidien, enfin, c'est partout autour de nous et on l'utilise quasiment quotidiennement. Et ça, c'est un point. La seule petite différence qu'il y a eu, c'est à partir de fin 2022, avec l'arrivée de ChatGPT, pour ne pas le citer, là, en fait, il y a eu un énorme engouement autour de l'intelligence artificielle et ce qui a permis d'avoir des financements XXL, puisque toutes ces sociétés ont commencé à avoir un nombre d'utilisateurs énorme, donc du potentiel énorme et donc énormément d'investissements. Et pour rebondir sur ce que disait Daniel, en fait, le développement et l'accélération autour de cette technologie, elle ne fait qu'augmenter parce qu'aujourd'hui, grâce aux fonds, il y a énormément de fonds qui sont investis dans tout ce qui est recherche et développement. Et donc, ça s'accélère et je dirais que la maturité et le développement, l'amélioration de cette technologie va aller de façon quasiment, entre guillemets, exponentielle. Alors, un gros défi, c'est comment rester à jour par rapport à ça. Et ça, je pense qu'en effet, il faut savoir aussi être humble, chacun dans son domaine, savoir ça va avancer vite. Je pense qu'il faut y aller, ça c'est un point qui est important. Après, je dirais chacun à son niveau en fonction aussi de l'impact que ça a sur son métier, ses activités et plus généralement sur le business model, par exemple, d'une société à l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Si vous êtes une entreprise de plomberie ou si vous êtes
une agence marketing, l'impact ne va pas du tout être le même par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut rester à jour, savoir ce qui se passe et après, faire évoluer petit à petit sa connaissance par rapport à ça. Un des deuxièmes challenges, ça va vraiment être, aujourd'hui, il y a un trend XXL là-dessus. Il y a un buzz qui est fait autour de l'intelligence artificielle et tout le monde promeut l'intelligence artificielle, même pour des sociétés tech ou des sociétés qui font de l'outil, même si c'est juste pour écrire un petit paragraphe. Aujourd'hui, c'est un challenge. Tous les jours, il y a un nouvel outil qui sort qui est soi-disant basé sur l'intelligence artificielle. Et ça reste quasiment mission impossible de savoir vers quel outil à chaque fois se tourner. On ne va pas changer tous les jours d'outils. Donc, ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est vraiment important, c'est de se dire d'en sélectionner 2, 3 qui vont répondre potentiellement à notre besoin à un instant T, aller plus loin là-dedans et toujours pareil, rester sur une forme de veille assez générale sur ce qui peut sortir. Mais on va dire que d'un outil à l'autre, on va dire que ce n'est pas tous les jours qu'il va y avoir des disruptions XXL au niveau des outils. Et là, c'est plus de la connaissance au niveau de votre métier, de vos activités, encore une fois, qu'il va falloir aller chercher des outils, je dirais, plus ou moins spécialisés par rapport à ça. Et enfin, quelque chose qui va changer et qui va amener énormément de changements, c'est la gestion. Aujourd'hui, dans vos postes de leader, de manager, on gère principalement des équipes. Demain, on va avoir à gérer des équipes d'un côté, mais également de l'autre des agents IA. Et ça, c'est une chose qui va être amenée à changer. Donc, des agents IA, si vous voulez, c'est des petites intelligences artificielles, ou plutôt c'est plusieurs intelligences artificielles qui, mis bout à bout, vont vous permettre d'optimiser, automatiser un certain nombre des parties de votre travail. Et ça, en fait, l'idée, c'est d'en avoir plusieurs autour de nous qui nous permettront, en fait, d'accélérer et, je dirais, d'augmenter un petit peu le niveau et la performance dans les activités qu'on peut avoir. Donc, il va y avoir un paradigme à ce niveau-là des deux côtés, c'est-à-dire qu'en tant que manager, il faudra continuer, bien évidemment, parce que l'humain, je le dis encore une fois, l'IA ne remplacera pas l'humain. Et j'aime à dire qu'il ne faut pas craindre d'être remplacé par l'intelligence artificielle, mais plutôt par quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Et la nuance est très, très forte par rapport à ça, dans le sens où on aura toujours besoin de compétences humaines pour pouvoir challenger, décider et aussi prendre la responsabilité d'un certain nombre de décisions, même si on est fortement aidé par l'intelligence artificielle. Et donc, de gérer ces humains, mais d'un autre côté, de gérer, je dirais, ces petits outils semi-automatisés, ça va être quand même une gymnastique qui va être importante à prendre en compte dans l'évolution des postes managériaux. Pour continuer sur les compétences et le mindset nécessaire. Premier point, c'est aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux, je dirais, de compétences au niveau de l'intelligence artificielle. La première chose, c'est l'utilisation. Donc, clairement, l'utilisation de tout ce qui va être outils d'intelligence artificielle. Donc, comment bien l'utiliser? On pense à l'intelligence artificielle dite générative, ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. Donc, c'est comment savoir des bons prompts et savoir en tirer le meilleur dans son quotidien et, je dirais, dans son travail presque individuel. Donc, ça passe réellement par de la pratique. C'est un savoir-faire à développer qui, d'ailleurs, va devenir une compétence de base, comme on pouvait l'avoir par le passé avec tout ce qui était la gestion de recherche Internet, des suites Office et ce genre de choses. Le deuxième niveau qu'il va y avoir par rapport à ce type de compétences, ça va être tout ce qui va être lié aux applications. Donc, en gros, c'est les cas d'usage. Quelles tâches sont éligibles à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'a rien de magique. Et en gros, l'intelligence artificielle, on a un biais par rapport à ça, notamment avec ce qui se dit dans les médias, c'est que l'IA, ça peut tout faire. Non, ça ne peut pas tout faire. L'IA, c'est quelque chose, c'est un fonctionnement qui est non déterministe. C'est-à-dire qu'on peut lui mettre 2 fois la même chose, on n'aura pas 2 fois le même résultat, contrairement à une machine auquel on peut penser comme une calculatrice, ce genre de choses. Et ça, il faut le prendre en compte. On ne plante pas des clous avec un tournevis. Donc, savoir réellement ce que peut faire l'IA et comment elle peut s'appliquer dans votre quotidien, c'est un deuxième point qui va être très important. Et ça va permettre, il va falloir pouvoir avoir une vision sur l'utilisation possible dans votre quotidien, mais également dans celui de vos équipes ou de votre entreprise. Et enfin, le troisième point, c'est l'intégration. Donc là, on est plus orienté dans du processus ou du produit. Donc là, ça va vraiment être des notions de compétences en termes de business analyse, d'accord? Donc c'est vraiment le lien entre le besoin métier et la technique et pouvoir évaluer les business cases, parce que toujours pareil, aujourd'hui, avec tous ces outils gratuits autour de l'intelligence artificielle qu'on voit fleurir partout,
on a un biais, pour reprendre ce que disait Daniel, que l'IA, c'est gratuit. Ben non, une IA qui correspond et qui est personnalisée à vos besoins, ça peut coûter cher, voire même très cher. Et il y a pas mal d'études qui montrent que pour avoir un réel retour sur investissement sur des gros projets d'intelligence artificielle, c'est pas facile du tout. On parle de 95% de sociétés qui n'ont pas de retour sur leurs gros projets d'intelligence artificielle. Donc, il faut quand même garder en tête que ces aspects-là, c'est des compétences qui doivent se développer petit à petit avant d'aller justement vers le Graal, qui est l'intégration de l'IA dans son produit, service, etc. Mais quand on se met du côté de l'humain maintenant, oui, avant d'arriver au Graal, effectivement, il y a quand même encore plusieurs étapes. C'est un peu, en fait, le côté mindset et skills, c'est un peu l'autre paradoxe, c'est que à la fois, il faut se laisser porter par l'outil, tester, expérimenter et effectivement se tromper, et en même temps, tout en restant dans les clous et très vigilant. Et ce mindset, d'aborder à la fois le côté, on a l'impression que tout est possible, et en même temps, voilà, le tout possible, ça n'existe pas, ou alors ça a un prix, et on n'est pas encore tout à fait au clair avec le prix que ça peut avoir. Mais entre l'autre mindset, je ne sais pas si vous êtes familière avec cette notion de growth mindset qui a été développée par Carol Dweck, qui disait qu'on a un spectre. Il y a des personnes qui ont un fixed mindset, qui partent du principe qu'on a des compétences et des capacités qui sont innées ou acquises et un petit peu dans le marbre. À l'opposé du spectre, les personnes qui estiment que voilà, je peux continuer à apprendre et à me développer, et on va évoluer tout au long de ce spectre par rapport à l'intelligence artificielle. Et les gros projets qui ont été menés, effectivement, montrent aussi que, par exemple, j'ai lu un exemple chez Novo Nordisk, qui est une boîte pharmaceutique, où ils ont utilisé Copilot. Ils ont rendu compte qu'il y avait au départ pas mal de personnes, il y avait 25% des personnes qui ont très rapidement beaucoup utilisé toutes les fonctionnalités, etc. Et 73% qui les ont utilisées de façon plus ou moins régulière dans le premier mois. Et en fait, au bout de 3 mois, il y a eu une chute parmi les personnes qui ont été, celles qui les ont acquises, enfin, qui l'ont utilisé au début. Il y a 15% de ces early adopters qui se sont dit, en fait, moi, je ne vois pas trop à quoi ça me sert. C'est génial au départ, ça fait plein de trucs, mais ça fait tellement de trucs que je ne sais plus vraiment comment utiliser ça. Donc, c'est aussi d'amener à la fois, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette confiance dans l'outil et dans l'utilisation, et après de garder le mindset en disant comment développer tout ça. Et au-delà du mindset, c'est le deuxième point qui est important aussi, c'est en termes de soft skills ou d'aptitude, c'est de garder ce côté curieux, capable d'apprendre, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les différentes étapes de l'apprentissage, c'est pas toujours agréable et c'est pas toujours facile, et ça demande de l'énergie. Donc, c'est comment entretenir cette curiosité. L'autre point, en termes de leadership ou de management, il y a une notion de vulnérabilité ou d'humilité, de dire, en fait, j'apprends en même temps que mes équipes, on me demande de fixer une feuille de route, de pouvoir faire des choix, mais j'ai pas non plus obligatoirement toutes les informations au niveau de mon équipe. Est-ce que l'organisation, elle en a, c'est encore à voir. Donc, cette notion de je peux être aussi challengée par mes équipes, tout comme les médecins ont été challengés à une période quand tout le monde faisait son autodiagnostic sur Internet et était sûr d'avoir cette maladie. Et l'autre aspect qui est l'autre soft skill, c'est l'esprit critique, de continuellement et de façon de beaucoup plus récurrente que peut-être actuellement, justement challenger voilà, ce qu'on me dit, ce que je récupère, les informations et ce sur quoi je peux baser des décisions. En termes d'organisation, c'est effectivement de continuer le upskilling ou reskilling. Tu vas trop vite, Romain, pour moi. Oui, tout à fait. Pardon. Et effectivement, peut-être d'aller vers cette organisation qui est skills-based, c'est-à-dire qu'on dépasse la notion de fonction ou de titre, et on va plutôt s'axer sur des compétences ou des aptitudes pour la transversalité des métiers. Donc, c'est un peu toutes ces compétences à acquérir.
Et du coup, effectivement, pour la suite, c'est le côté quelles sont les opportunités. La première que j'aimerais partager, c'est voilà, peut-être repenser la fonction ou sa fonction ou ses fonctions. Dans tous les articles pour l'instant qui parlent d'intelligence artificielle et de leur implémentation dans le milieu professionnel, la seule mesure qu'on a vraiment enfin une des seules, c'est un gain de temps. On gagne 1 heure par jour, 2 heures enfin, etc., ou 1 jour par mois. Par contre, on n'a encore aucune idée de à quoi va servir ce gain de temps. Est-ce qu'on va utiliser ce temps dédié à plus d'interaction humaine, à plus de développement de ses compétences, à plus de choses beaucoup plus soft, ou au contraire, est-ce que ça va être ce qu'on craint peut-être pour l'instant, la même chose, mais avec plus de volume et plus d'attente. Donc, c'est peut-être de revoir, voilà, qu'est-ce que je pourrais déléguer, qu'est-ce que j'aurais envie de garder, qu'est-ce qui me permettrait de faire que mon poste, grâce à l'IA, ou mes activités ou mes responsabilités prennent une nouvelle dimension. Une autre dimension importante, c'est quand même c'est comme si vous aviez un super joker dans votre équipe. C'est assez hallucinant de pouvoir avoir accès à cette puissance d'information que nous, on ne peut pas avoir. Et la CEO d'Accenture disait justement qu'elle était un peu, voilà, c'était un peu comme à Noël, elle avait un nouvel outil dans la boîte à outils que jusqu'à présent, personne n'avait. Donc, je ne sais pas si c'est un tournevis ou quoi, on n'a pas trouvé le nom encore, mais c'est vraiment un outil, et c'est vraiment un outil génial que personne n'avait jusqu'à présent, et ça, c'est quand même super intéressant parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et le dernier point qui, lui, me tient peut-être plus à cœur parce que voilà, les équipes, c'est quand même un truc intéressant, je trouve, c'est que dans une organisation, en tant que leadership, ça ne peut pas être que l'informatique ou que la compliance ou que le juridique ou que les RH qui mènent la danse. C'est-à-dire que de pouvoir et de devoir travailler en transverse sur des aptitudes, sur des process, sur des nouveaux métiers, sur une nouvelle organisation, c'est presque indispensable pour apprendre ensemble et à construire ensemble. Et plus le ensemble et par petits morceaux se fera, plus la confiance et l'adoption de l'IA sera facilitée au sein de l'entreprise. Et Romain, de ton côté? Et en nos côtés, rapidement, pour finir sur les opportunités, la première chose, c'est l'accessibilité. On le voit avec tout ce qui est NLP pour les Natural Language Processing, donc tous les modèles qui nous permettent de communiquer, que ce soit en français, en anglais, etc. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il nous faut juste un petit équipement, un smartphone ou un ordinateur, savoir parler une des langues, je dirais, humaines, et on peut avoir accès à cette puissance, à ce type d'outils. Et là, aujourd'hui, beaucoup sont par écrit, mais à terme, ça va évoluer très vite vers la diction. Donc ça, c'est vraiment un point même pour les personnes. On parle souvent du gap générationnel sur l'adoption des technologies. Ça va rapidement aller sur le fait que même les personnes qui sont moins technology-friendly, de fait, par commande, ça fonctionnera de plus en plus par commande vocale, on va pouvoir avoir cette accessibilité et cette démocratisation de cet outil de plus en plus forte avec le temps. La deuxième chose, c'est la capacité qui est vraiment très forte au niveau de cet outil. On le voit aujourd'hui, que ce soit pour du texte, de l'image, de la vidéo, ou même des aspects prédictifs pour d'autres types d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je dirais le scope, le périmètre d'utilisation de l'intelligence artificielle, il s'élargit et il s'améliore au fur et à mesure. Et enfin, un dernier point sur lequel j'aimerais finir, c'est au niveau du potentiel. Aujourd'hui, il est clairement sous-exploité. Si on prend ne serait-ce que je dirais les LLM, donc tout ce qui va être du chat GPT, du Gemini, donc tous ces outils d'intelligence artificielle générative, faut se dire qu'on a à peu près, en termes de maturité technologique, entre 90 et 95% de ce qu'on peut faire. Ça, c'est des technologies, avant que ChatGPT arrive, en 2017, ça existait déjà. Mais par contre, on n'a même pas encore identifié 20% des cas d'usage de ce qu'on peut réellement faire. Donc, il y a encore tout un monde, je dirais, à développer autour et je dirais, une sensibilisation, une éducation sur comment on peut l'utiliser et l'intégrer dans son quotidien professionnel. Et enfin, moi, j'aimerais finir justement par cet aspect, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est plus de savoir s'il faut l'utiliser, mais de savoir comment bien l'utiliser, cette intelligence artificielle. Et dans le rôle du leader, le challenge, il est double, effectivement, c'est de gérer son propre apprentissage et celui des équipes.
Voilà, on a essayé d'être aussi rapide et concis et que possible. Est-ce que vous avez des questions?